Nouvelle édition d'information sur Eden Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Les titres, démarrage officiel ce mardi de la deuxième conférence des ministres de la Santé et de l'économie numérique, la sécurité des soins en Afrique et l'amélioration des systèmes de santé sont au cœur de cette assise de haut niveau. Les précisions dans un instant. Côte d'Ivoire, grave inondation suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan. Bilan 15 personnes tuées, a annoncé mardi le ministre ivoirien de l'Intérieur Sidiki Diakité. Puis le Sénégal a vengé l'honneur africain dans le mondial 2018 en battant la Pologne 2-1 mardi à Moscou pour la première journée du groupe H. Victoire saluée par le public sportif africain, surtout les supporters sénégalais. Voilà pour le sommet. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. 35 ministres respectivement de la santé et des TIC et d'autres experts de ces domaines sont à Cotonou dans le cadre de la deuxième conférence internationale sur la sécurité des soins en Afrique. Les travaux officiellement lancés ce mardi prennent fin vendredi. Le thème au cœur de ce colloque est l'apport des technologies numériques dans la gestion des risques et de la sécurité des soins en Afrique. Quel enjeu pour la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical. Frédus Seroulan et Frédus Fiorci pour le reportage. L'apport des technologies du numérique dans la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical en Afrique. Quels enjeux sur la gestion des risques et la sécurité des patients? C'est le thème de cette deuxième édition de la conférence internationale des ministres de la Santé et de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique, CIMSA 2018. Cette conférence qui rassemble à Cotonou d'éminents scientifiques et chercheurs s'inscrit dans un contexte mondial. Il est aujourd'hui reconnu que les technologies de l'information et de la communication ont un fort potentiel pour faciliter et améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi médical. De nombreuses innovations technologiques ont émergé et permettent une pratique médicale améliorée, telles que la consultation médicale à distance, l'analyse des données médicales, la transmission d'informations à distance, etc. Ainsi, des résultats précis sont attendus des travaux de la CIMSA 2018 en faveur de la e-santé. Au terme de nos travaux, nous devons obtenir le profil de la situation de la sécurité des patients et de la gestion du risque et de la maturité numérique dans les établissements de santé dans l'espace CEDEAO. Les bases stratégiques de la mise en place d'un observatoire régional de veille stratégique et de développement des technologies du numérique dans le secteur de la santé, la déclaration sur l'amélioration de la sécurité des patients en milieu de soins et la cybersanté en Afrique, des recommandations sur les stratégies pour l'amélioration de la sécurité des patients et la transformation numérique du secteur de la santé en Afrique. La CIMSA 2018 vise entre autres à contribuer à la mise en place de stratégies opérationnelles de développement des technologies numériques dans les établissements de santé. Le mariage TIC et santé promet donc un bel avenir pour la qualité et la sécurité des soins en Afrique. J'en veux pour preuve le lancement réussi en 2014 du projet M-Diabète au Sénégal dans le cadre de l'initiative BLFB Mobile, qui comptait en fin 2017 plus de 120 000 inscrits dans sa base de données. Le projet M-Cancer du col de l'utérus, lancé en Zambie en 2016, suit la même lancée avec plus de 200 000 et 250 000 femmes inscrites en 2017. Le Bénin qui vient d'élaborer sa stratégie de cybersanté peut déjà compter sur ses talents dans ce domaine, a insinué le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a ouvert la CIMSA 2018. Une de nos compatriotes, Ariel Aranso, une jeune béninoise qui était déjà célébrée à Paris il y a quelques semaines, est la fondatrice de Kia Medicals, une start-up qui conserve les dossiers médicaux des patients pour leur permettre d'être plus facilement pris en charge dans tous les hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant inviter les hommes et les femmes du monde scientifique et de la recherche qui ont effectué le déplacement ici à Cotonou à l'action. Par vos réflexions, consolidez les nombreux appels des organisations internationales de la santé et du numérique en vue de réaliser un changement de paradigme dans l'offre de soins de santé aux populations africaines. La CIMSA 2018 récompensera aussi des talents, des développeurs d'applications digitales dans le secteur de la e-santé au niveau de notre sous-région.
La première session du comité de pilotage du programme d'appui au développement territorial PADT et du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a eu lieu ce mardi 19 juin 2018. Le lancement des travaux a été fait par le ministre en charge de ce département en présence des directeurs centraux et généraux et le représentant de l'Union européenne, François Carnot-Rumbouli-Rento, Denis Marouya. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé dans la matinée de ce mardi 19 juin 2018 à l'installation officielle du comité de pilotage du programme d'appui au développement territorial PADT et par la même occasion à l'ouverture de la première session du dit comité de pilotage dont il est le président. Était présent le représentant du ministre du cadre de vie et du développement durable, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, les directeurs généraux et centraux des ministères concernés, le coordonnateur de l'UTFED et les autres membres du comité de pilotage. Occasion pour le chef de la délégation de l'Union européenne de non seulement confirmer leur engagement à investir, mais aussi à rassurer l'État béninois de leur disponibilité à accompagner les réformes conduisant à l'essor de la décentralisation béninoise. En effet, nous, l'Union européenne, moi personnellement, on accorde une importance particulière au secteur de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le PADT est l'un des programmes clés de notre premier secteur de concentration du programme indicatif national portant sur la bonne gouvernance. Nous voyons avec beaucoup d'intérêt les réflexions au Bénin sur la stratégie en matière de décentralisation et nous sommes évidemment favorables à tout le programme de réforme qui vise une meilleure efficacité, une meilleure performance, puisque cette efficacité, cette performance, en fin de compte, conduit à une vie meilleure pour les Béninois. Depuis le dernier trimestre de l'année 2017, le PADT est rentré dans sa phase active à travers la mobilisation de la tranche annuelle 2017 de l'appui budgétaire sectoriel à la décentralisation de montant total de 15 millions d'euros, soit 9 839 355 000 francs CFA. La réunion de ce jour fait office d'installation officielle du dit comité et de tenue de la première session ordinaire au titre de l'année 2018. Le comité de pilotage est chargé de la supervision et de l'approbation des actions du projet. Pour ce faire, sa mission est d'assurer l'impulsion, la coordination et le suivi du PADT. Ainsi, les attributions du programme sont précisées dans l'arrêté de création du comité de pilotage. Il me plaît de mettre l'accent sur certaines attributions clés, à savoir décider des orientations stratégiques du programme, suivre la mise en œuvre cohérente et efficiente de l'ensemble du programme, et enfin veiller au bon déroulement de l'exécution du programme. C'est dire toute l'importance du comité de pilotage qui se réunira une fois par semestre. Je voudrais donc compter sur votre disponibilité, mesdames et messieurs les membres, pour la tenue régulière des sessions de notre comité. Notons que la présente session du comité de pilotage intervient à la veille de la tenue de la deuxième session du dialogue entre l'Union européenne et le Bénin. Elle permettra de prendre connaissance des décisions de la première session tenue en mars 2018, de suivre sa mise en œuvre et de faire des recommandations pour l'obtention d'avancées sur les points de dialogue prochain. Également, au menu de cette édition, le gouvernement a décidé de mettre fin à la nomocommunication, système de communication décrété à l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. C'est par l'intermédiaire de son chargé de mission, Édouard Loko, qu'il a apporté la nouvelle aux concernés. Le chef de l'État nous a instruit pour vous dire que désormais la parole est libérée. Vous avez l'obligation de communiquer autour de vos actions respectives. À laisser entendre Édouard Loko. Que pensent les citoyens de cette nouvelle stratégie du gouvernement? Pourquoi maintenant et pour quel but? Quelques citoyens se prononcent au micro d'Eden Télévision de Laurent Rolantoni Ikes et Fiacre Voitan. Vous savez, en toute stratégie,
il faut se réarmer. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui dans le secteur de la communication gouvernementale. Vous l'avez bien rappelé, au début, il y a une expression que nous n'avons pas bien cernée avec les initiateurs, la normocommunication. Mais il faut que le gouvernement prouve qu'il n'est pas un gouvernement, de maquette. Mais ce régime a pris conscience cette fois-ci de corriger, n'est-ce pas, ces augures mésaventurières qui consistaient à parler de normocommunication, c'est-à-dire qu'en faisant beaucoup de retenues sur des actes quand même qu'ils étaient en train de poser. Je parle là sérieusement des réformes, n'est-ce pas, qui, dans notre pays, ne peuvent pas faire du mal au pays. Donc il faut en parler suffisamment, mais il faut exclure l'esprit propagandiste. Moi j'invite les cadres, n'est-ce pas, à rendre compte des réalisations de leur projet, à dire la vérité au peuple. Mais je pense qu'il s'agit d'une communication fonctionnelle, développementaliste, pour permettre, n'est-ce pas, au peuple de voir qu'on n'est pas en train de l'endormir, de lui donner de l'opium, n'est-ce pas, comme le dirait l'écrivain Karl Marx, n'est-ce pas, dans Le Capital. Ce n'est pas l'opium du peuple, mais il faut que ça soit fonctionnel. Et de ce point de vue, les actions peuvent passer. Dans un premier temps, il y avait des réformes. Beaucoup de communication n'allait pas servir ces réformes. Ces réformes maintenant ont été mises en place, ont commencé par être mises en œuvre. Nous avons les élections législatives en vue. Il est important maintenant de communiquer et de bien communiquer afin que les populations puissent savoir, puissent être informées de ce qui a été fait. Au-delà de ça, le choix des personnes que le chef de mission du chef de l'État a rencontré, les préfets. Donc ceux qui sont avec les communautés, ceux qui sont dans l'administration décentralisée, parce que c'est ceux-là qui sont plus proches des populations. À la base, c'est ceux-là qui sont censés être plus proches des populations à la base. Donc ce choix est également un choix stratégique pour exprimer clairement vers qui on veut que l'information aille. Que tout ceci répond bel et bien à une stratégie de communication bien ficelée par le gouvernement. La communication ira maintenant dans tous les sens. Il y aura communication et il y aura surabondance de communication. Il y aura communication, il y aura également contre-communication. Oui, nous allons passer à une étape de propagande. Il ne faut pas s'en étonner. Il ne faut pas croire qu'il faut faire quelque chose pour éviter cela, parce qu'il faut le dire, le gouvernement en fera abondamment. C'est de la même manière, la société civile en fera pour alerter à la veille, mais au même moment, vous verrez également l'opposition au régime en place également va communiquer et communiquera en abondance. La communauté internationale a célébré ce mardi la 18e journée mondiale de drépanocytose, une maladie génétique du sang très répandue dans les zones tropicales de la planète. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 50 millions de personnes seraient touchées par cette anomalie des globules rouges. Vous allez écouter à présent Dr Daniel Kourounou qui nous parle de la maladie et des moyens de prévention. Il est au micro de Horacia Diodji et Fiacre Voitan. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui est caractérisée par la production de l'hémoglobine, d'une hémoglobine qu'on appelle hémoglobine S. C'est une hémoglobine mal formée. Contrairement à l'hémoglobine d'un sujet normal, qui est normale, l'hémoglobine S est mal formée. Et l'hémoglobine est une protéine qui permet le transport de l'oxygène depuis les poumons jusqu'aux cellules. Mais notons que ceux qui sont AS ne sont pas malades, ne font pas la maladie drépanocytaire. On les appelle plutôt les porteurs de traits. Ceux qui sont malades, c'est ceux qui portent les deux SS, d'accord, ou SC ou S bêta-thalassémique. Avant de faire un enfant, il faut que chaque partenaire connaisse son statut, aille faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors là, si il y a des traits ou s'il y a la maladie, là, on pourra empêcher la naissance d'enfants drépanocytaires. Parce que dès que vous êtes AS, vous êtes normal, vous êtes sain, vous n'avez pas la maladie, mais vous pouvez transmettre le S à un enfant. Ainsi, si l'homme est AS, il peut transmettre le S à l'enfant. La mère aussi est AS, elle peut transmettre également le S à l'enfant. Et l'enfant deviendra ainsi SS
effleurer la maladie. Lorsque la maladie est déjà là, éviter la survenue des complications. Et pour éviter la survenue des complications, c'est d'abord se faire suivre par un médecin et de façon régulière. Et de suivre les conseils de ces médecins-là. Autre chose également, c'est une alimentation équilibrée. L'hygiène. Quand on parle d'hygiène, il y a l'hygiène alimentaire. Avoir une alimentation équilibrée, manger sain, pas manger du n'importe quoi. Également, dans l'environnement, éliminer les flaques d'eau, éliminer les broussailles, pour éviter également la piqûre de moustiques. Il faut également éviter le stress. Trop de stress également peut déclencher la crise. Et il faut faire également d'activités, mais pas sportives, mais pas d'activités intenses. Plus que quelques semaines, les examens de fin d'année scolaire 2017-2018 auront lieu. Comment se passent les derniers moments de classe dans les établissements publics du département de l'Ouémé? Amen Diongpenouji et Romaric Debouchi sont descendus sur le terrain. Reportage. Une année scolaire prorogée par les responsables en charge du système éducatif au Bénin en raison des perturbations dues aux grèves qui ont duré environ 3 mois cette année. À la reprise des cours au mois d'avril dernier, le constat laisse beaucoup à désirer dans nos établissements publics car le niveau des apprenants a considérablement chuté. Les élèves sont restés à la maison pendant 3 mois. Ça croit que c'est une nouvelle rentrée scolaire. La BPE, on vient de finir la première évaluation du deuxième semestre et on dit encore dans une semaine maintenant la seconde évaluation. Tout le monde sait que ça là c'est un plagiat. Dans toutes les directions départementales, ils ont demandé de finir le programme. Donc chacun fait de son mieux pour pouvoir finir le programme. Un constat fait et qui ne saurait laisser le corps enseignant insensible. C'est le cas au lycée Béandin de Porto-Novo. Les élèves essaient de revenir à la norme afin de démarrer. Ils n'ont pas encore démarré puisque après les premières évaluations rapidement faites, nous avons corrigé les copies et nous avons fait le compte rendu. Et immédiatement, nous, en tant qu'enseignants de la maison, on s'est concerté en animateur d'établissement et nous avons pris des décisions afin de les accompagner, surtout ceux qui sont en classe d'examen, afin d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Nous sommes en train de faire des rotations dans les salles de classe parce que nous avons cherché des stratégies pour finir correctement le programme afin de commencer déjà les révisions avec nos enfants candidats aux divers examens. Si les élèves suivent ce que disent les professeurs dans ces différentes classes-là, ils vont quand même tirer leur épingle du jeu. Par contre, au collège d'enseignement général d'Ekpé, le constat n'est pas le même car les vacataires sont plus nombreux que les permanents et ici, les grèves n'ont pas agi sur le niveau des cours. L'impact n'est pas aussi grand qu'on peut le penser, mais les enfants quand même s'en sortent. Lorsque nous prenons les résultats du premier semestre, ce n'est pas mal. Par exemple, au CG 1 Ekpé, nous avons au moins 50%. Conscient de ce niveau faible engendré par les débrayages et surtout pour évoluer dans les programmes, l'administration du lycée Béanzin à Porto-Novo a pris des dispositions avec les professeurs. Les collègues se sont mis au travail, aussi bien les vacataires que les permanents que nous avons. Nous avons pris toutes les dispositions pour que nos apprenants soient quand même bien encadrés. Le corps d'encadrement, face à cette situation-là, s'est réuni. Les CP, sous les yeux des inspecteurs, ils ont sorti un calendrier réaménagé des activités pédagogiques pour le reste de l'année. Et nous suivons de près ce qui se fait au niveau des ateliers pour le respect scrupuleux de ce calendrier réaménagé, pour que dans un délai raisonnable, les programmes puissent être achevés et qu'on puisse procéder à des séances de révision avec les enfants avant qu'ils ne partent pour les examens. Pour les classes d'examen, les examens blancs sont prévus cette semaine pour jauger le niveau des apprenants avant les examens du mois de juillet. Il faut dire qu'il y a des séances de révision qui sont également prévues avec les professeurs pour mieux préparer ces apprenants candidats au baccalauréat et au brevet d'études du premier cycle BPC. Je pense que normalement, à 1 mois de chaque examen, les programmes doivent être terminés. Et nous allons utiliser le reste pour les séances de révision avec les enfants. Les examens blancs
sont également programmés du 18 au 22, uniquement pour les classes d'examen. Au collège d'enseignement général d'Ekpé, il est prévu aussi une organisation pratique pour mieux aguerrir les candidats aux différents examens de fin d'année. Nous avons chez nous ce que nous appelons les DTL, c'est-à-dire les devoirs en temps limité, que nous faisons subir aux enfants chaque semaine parce qu'ils ont suspendu les séances de TD. Et nous surveillons rigoureusement ces DTL qui permettent aux enfants quand même de mieux s'évaluer. Tout compte fait, le temps presse et seuls les apprenants qui s'adonnent et suivent bien ces séances tireront leur épingle du jeu. Les infos sur le continent à présent. 15 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit, a annoncé mardi le ministre ivoirien de l'Intérieur Sidiki Diakité. D'autre part, 15 personnes ont été secourues par les sapeurs-pompiers militaires et la marine nationale, a indiqué à la presse le ministre sans préciser s'il y avait des blessés. Des postes médicaux avancés ont été mis en place, a-t-il ajouté. Le niveau de l'eau est monté jusqu'à 2,50 mètres dans les maisons, selon des témoignages d'habitants relatés par le ministre qui a fait état de dégâts matériels particulièrement importants. Le héros malien Mamoudou Gansama, qui a sauvé un enfant d'une chute d'un immeuble parisien reçu à Bamako par le président malien, qui l'a félicité pour cet acte de bravoure, remis un document provisoire avant son titre de séjour à Mamoudou Gansama, le jeune malien sans papier devenu célèbre en sauvant la vie d'un enfant à Paris, a reçu mardi le récépissé régularisant sa situation. Première étape avant d'obtenir la nationalité française promise par Emmanuel Macron. Écoutons les réactions du héros malien et celle du président Ibrahim Boubacar Keïta. Vraiment, merci tout le monde pour rencontrer le président de Mali. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup plaisir, voilà. Les jours que j'ai fait le boulot, il m'a appelé. Il m'a soutenu. Voilà. Après ça, bon, il m'a invité de venir ici. Voilà, là, je suis venu, merci. Bon, on a bien parlé. Bon, il a dit le boulot que j'ai fait. Il m'a félicité. Ça, j'ai dit, non, tu as su au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul pouvait faire la décision. Tu as fait la décision. De ça, nous sommes très fiers. Et restons au Mali où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré que les autorités sont prêtes à assumer les conséquences d'une enquête ouverte après la découverte de fosses communes dans le centre du pays, alors qu'il reçoit à Bamako des membres d'associations de défense des droits de l'homme. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de rebâtir nos forces armées pour en faire une armée qui serait ignorante du droit humanitaire de la guerre, du droit humanitaire des conflits. Ce serait un recul fabuleux, qu'à Dieu ne plaise. Et aussi la violence intercommunautaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément le centre du Mali, qui crée beaucoup, au cours desquels il y a évidemment beaucoup de violations des droits humains. Et donc nous l'avons interpellé par rapport à ça. Et aussi le problème de justice, d'accès à la justice par rapport à toutes les violations qu'il y a eu en 2012, notamment les crimes sexuels perpétrés contre des femmes et des filles que nous cessons de dénoncer. Nous avons des cas qui sont, des centaines de cas qui sont devant les juridictions et il n'y a eu aucune justice rendue à nos jours, de 2012 à nos jours. Donc c'est là en fait le plus gros message que nous avions pour le chef de l'État. Et puis le Sénégal a vengé l'honneur africain dans le mondial 2018 en battant la Pologne 2-1 mardi à Moscou pour la première journée du groupe H après la défaite de l'Égypte, du Maroc, du Nigeria, de la Tunisie. C'est la journée des surprises dans ce groupe annoncé comme l'un des plus incertains de la compétition puisque la Colombie, rapidement réduite à 10, a perdu contre le Japon 2-1 en début d'après-midi. Réaction maintenant des supporters sénégalais. C'était un match très intéressant. Du match que
c'est la première victoire d'une équipe africaine. Je peux dire que ce n'est pas seulement une victoire sénégalaise, mais une victoire pour toute l'Afrique. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très fier d'être sénégalais aussi, très fier d'être africain. Et je pense que les autres matchs aussi seront pareils et nous allons gagner. Tous les jours ont donné le meilleur de leur-même et on est content de tous les 23 joueurs parce que nous on n'a pas seulement 2 meilleurs joueurs mais on a 23 meilleurs joueurs. Voilà. On espère gagner la coupe cette année. Voilà. Voilà, je suis vraiment heureuse de savoir que mon pays a déjà vraiment franchi une petite étape pour le dire comme ça. Donc on attend la suite et on aimerait vraiment qu'on aille jusqu'à la fin. Et puis avant de boucler cette édition, les États-Unis se sont retirés mardi du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en accusant l'institution basée à Genève d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Une décision aussitôt dénoncée par des organisations de la défense des droits humains. Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie à lancer. Devant la presse à Washington, Madame l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, aux côtés du secrétaire d'État Mike Pompeo. Et c'est sur cette information que nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.